4e journée de nos grands dossiers de la protection sociale, ce rendez-vous université d'automne d'été de la protection sociale organisée par le N3S. Pour cette 4e journée, je vous en décris rapidement le programme. Sous le grand titre Solidarité intergénérationnelle au pluriel, nous avons fait un programme très intelligent qui, naturellement, nous fait progresser dans les âges de la vie, puisque dans une première session, nous allons aborder un premier sujet d'actualité et d'importance, le service public de la petite enfance, qui, comme son nom l'indique, concerne plutôt les jeunes générations. Deuxième sujet, pour notre deuxième session de cet après-midi, nous aborderons un thème qui lui aussi est dans l'actualité, je pense que vous êtes au courant, qui est celui des perspectives en matière de retraite, et plus précisément de l'avenir du système de retraite. Et enfin, toujours progressant en âge, nous aurons une troisième session animée par Dominique Libaud sur le thème des EHPAD. Quel EHPAD pour demain? Petite règle ou astuce ou petit jeu, ça dépend comment vous voyez ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez vous saisir de votre smartphone, j'arrive même à en avoir un, je vous le montre, et vous prenez en photo le QR code qui est à côté des 3 sessions, des noms des 3 sessions, et vous allez ainsi sur une page internet qui vous permet de mettre votre réponse en un mot ou deux à la question qui vous est posée. La question qui vous est posée pour cette session, c'est service public de la petite enfance avec un point d'interrogation. Ceci va nourrir un petit nuage de mots qui va commencer d'ailleurs à s'activer et que je vais commenter et que nous allons commenter avec nos 2 intervenants que je vous présente rapidement. Pauline Domingo, qui est directrice du département enfance, jeunesse, parentalité à la Caisse nationale des allocations familiales et qui est en vert et noir car ce matin elle parlait avec les troupes de la branche famille du verdissement de l'action sociale. Et puis nous avons avec Pauline, Olivier Thévenon, lui aussi fin connaisseur de ces affaires de petite enfance, d'une perspective plus large, géographiquement plus large, puisqu'il travaille à l'OCDE depuis pas mal de temps sur ces questions, aujourd'hui en charge même au-delà des affaires techniques ou bureaucratiques qui sont les nôtres, en charge du bien-être des enfants. Voilà, j'ai bien meublé, donc normalement le nuage de mots doit s'afficher. Ce qui est important avec ce type de nuage de mots, c'est les mots les plus gros. C'est ceux qui veulent les voir être retenus dans notre discussion auront répété plusieurs fois, ou ceux qui, sans miracle ou sans tricherie, auront été présentés, proposés par plusieurs d'entre vous. Et on voit qu'au cœur, je le dis pour nos 2 intervenants, hein, qui regardent aussi ce nuage de mots en vie, au cœur du dossier, on trouve bien le mot crèche. Quand je dis bien le mot crèche, ça aurait pu être autre chose, mais j'observe que l'on trouve le mot crèche. On trouve aussi un qualificatif pour ce service public. Il est, nous disent plusieurs personnes, puisque le mot est en gros, il est indispensable. Il y a des mots en plus petits, hein. Évidemment, il y a un sujet intergénérationnel au sens où c'est peut-être le sujet de tout l'après-midi que de voir les différentes générations en matière de protection sociale. Il y a des équipements intergénérationnels, c'était peut-être ce qui était dit. Il y a des sujets de personnel qui se posent. Je sais qu'on y viendra. Il y a les sujets de 1000 jours. 1000 jours qui sont aussi les 1000 premiers jours de l'enfant, qui sont aussi les 1001 premières nuits des parents en lien avec cet enfant. Il y a le sujet de la justice, de la gratuité, l'ensemble des sujets de financement qui ne sont pas des moindres. Il y a aussi les sujets de gouvernance qui apparaissent et qui naturellement sont les sujets dont nous allons discuter. Et je vois que ceux qui pensent qu'il est indispensable, s'ils sont plusieurs, ou s'il y en a un ou une qui est seul, ont réussi à faire que au cœur de ce nuage de mots, c'est indispensable. Alors, je vais rejoindre nos 2 intervenants et me tourner vers eux pour débuter, pour leur demander quelle est leur réaction immédiate à ce nuage de mots autour de ce sujet qui nous réunit. Pauline, peut-être alors? Ouais, alors ce qui me frappe dans le nuage de mots, c'est que je pense qu'il est indispensable ce service public parce qu'il croise en fait beaucoup de politiques publiques. Et elles sont en plus petit, mais effectivement, les politiques publiques en matière de soutien à la parentalité, en matière d'égalité
l'égalité hommes-femmes, également les politiques d'insertion, des politiques donc, de lutte contre la pauvreté également, favorisant l'accès à ces places d'accueil pour tous. Donc je crois que c'est ça qui est un peu le défi de service public de la petite enfance, c'est de répondre voilà, à l'ensemble de ces commandes qui arrivent de d'autres politiques publiques. Voilà, donc c'est un sujet. Ça marche pas. Ah bah, là, toujours une petite, on recommence depuis le début. Non, je plaisante. Non, ça va très bien. Non, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui est au croisement de plusieurs politiques publiques. Et je trouve que le nuage de mots le reflète bien. Lutte contre la pauvreté, égalité hommes-femmes, soutien à la parentalité. Voilà. Donc ça en constitue effectivement un défi. Un défi. Olivier, alors vous? Oui, moi c'était exactement la même réaction. Hein. J'étais frappé par le nombre et la richesse des mots qui montrent bien que c'est un sujet à l'intersection de beaucoup de problématiques. Je vois aussi natalité, protection de l'enfance. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées et que du coup c'est un problème complexe. Mais ce qui me frappe et ce qui va être également le sens de mon propos, hein, c'est que c'est quelque chose qui est indispensable, que beaucoup jugent comme indispensable. Peut-être pas tout le monde. Mais je vais essayer de proposer aussi quelques arguments qui vont montrer que ça me paraît effectivement un sujet majeur et avec un caractère indispensable. Eh ben, donc on n'a pas faux avec le nuage de mots. Avant de laisser la parole à Olivier, la règle est la même pour chacune de nos sessions. Chaque intervenant a une quinzaine de minutes pour nous faire un exposé sur son thème. Et puis on a un petit temps d'échange après chacun des exposés. Et puis un temps d'échange général appuyé sur les questions et remarques que vous voulez bien indiquer dans le chat de notre belle application Teams et qui sont répercutées sur mon téléphone portable. Je dis ça parce que, comme derrière les écrans, vous pouvez me voir en train de tapoter sur mon téléphone, regarder mon téléphone, je suis un garçon sérieux. Je ne suis pas là en train de faire n'importe quoi. Hein. Je suis en train de traiter les questions et les remarques qui arrivent. Voilà. Olivier, c'est à vous sur ce beau sujet du service public de la petite enfance. Et avant que nous abordions les sujets éminents franco-français, on met ça en perspective dans un cadre plus large. Très bien, merci Julien, et puis donc bonjour à tous, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet, et je vais d'abord rebondir sur justement ce mot indispensable. Pourquoi c'est indispensable, et quel que soit l'angle de vue que l'on adopte. Je pense que dans l'assistance, on est beaucoup à penser que c'est un sujet important, majeur, indispensable pour lutter contre les inégalités. Peut-être que parfois, avec les interlocuteurs que vous êtes amenés à rencontrer, cet argument est moins partagé. Je pense en particulier, si vos interlocuteurs appartiennent au ministère des Finances, il faut parfois avoir des arguments économiques construits pour pouvoir les convaincre d'investir un montant de ressources importantes dans cette question. Alors, pour essayer de motiver la nécessité d'investir dans un tel service public, on a regardé quels étaient le poids des avantages socio-économiques subis dans l'enfance sur la productivité à l'âge adulte. Et je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais c'est ce que vous présente ce graphique, qui alors pour les différents pays européens, mais qui tente à mesurer le poids de ce désavantage dans l'enfance, des avantages socio-économiques dans l'enfance, et qui arrive à une estimation qui représente à peu près 1,6% du PIB lorsqu'on regarde quel est l'effet d'un désavantage socio-économique sur la probabilité d'avoir un emploi plus tard et sur le niveau de revenus. Donc en termes de perte de productivité, on estime que ça peut représenter autour de 1,5% du PIB. Voilà, donc la problématique des inégalités pendant l'enfance, ça a un coût économique et c'est parfois une bonne entrée en matière pour essayer de convaincre tous les partenaires sur la nécessité d'avoir une vraie politique en direction de l'enfance et
le service public de la petite enfance est évidemment l'un des éléments très importants de cette politique en direction des enfants. Alors, j'ai essayé de m'interroger sur qu'est-ce qu'il y a finalement derrière cette appellation service public de la petite enfance pour essayer de construire mon propos. Et la chose qui m'est apparue immédiatement évidente, c'est que derrière cette expression, il y a réellement un changement de perspective vis-à-vis de la politique d'accueil en France qui est visée, puisqu'on parle d'accueil. L'accueil du jeune enfant, souvent en France, et historiquement, les places d'accueil ont été développées en vue d'aider les parents à concilier travail et vie familiale, des objectifs de natalité, d'autres objectifs, égalité homme-femme, mais c'était vraiment centré sur cette question de conciliation entre travail et vie familiale, accueillir les enfants pendant que les parents travaillent. Sous-entendu d'ailleurs que les mères travaillent. Ici, lorsqu'on met en avant plutôt le service public de la petite enfance, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'on met en avant la perspective du développement de l'enfant et de son bien-être, et donc l'accueil au service de la petite enfance, appuyé sur le constat que les inégalités se développent très tôt dans l'enfance et que les politiques d'accueil peuvent être un levier très important pour réduire les inégalités et faire en sorte que tous les enfants démarrent dans la vie sur un pied d'égalité, ou au moins de se rapprocher de ce principe d'égalité. Alors derrière ça, donc, il y a évidemment ce principe d'égalité qui est derrière cette motivation, principe d'égalité, ce qui serait de donner accès à tous les enfants à un accueil de qualité dès le plus jeune âge. Je vais dépeindre une situation en France, comparativement à d'autres pays, où au contraire la situation est loin d'être égale, et peut-être qu'au contraire de contribuer à réduire les inégalités, l'accueil de la petite enfance contribue plutôt à amplifier les inégalités qui se développent très tôt dans le milieu familial. Et à ce titre-là, les politiques d'accueil de la France, il est souvent dit dans la littérature qui examine ces questions, le lien avec les inégalités, et qui tente à estimer que les politiques d'accueil n'échappent pas à l'effet Saint-Mathieu, c'est-à-dire qu'elles bénéficient davantage aux ménages qui sont socialement et économiquement avantagés, principe de Saint-Mathieu, disant que à ceux qui ont, il sera donné davantage. Alors pourquoi a-t-on une situation inégalitaire? Je vais passer dans le inégalitaire d'abord en matière d'accès à un mode de garde formel selon le niveau de revenu. Ici, ce graphique vous représente les écarts de recours à un mode de garde formel. Là, je ne rentre dans aucune distinction sur le type de garde en fonction du niveau de revenu. Donc en bas, les ménages à bas revenus et en haut, les ménages à faible revenu, et vous voyez qu'en France, malgré un taux d'accueil comparativement plutôt élevé par rapport à la moyenne de l'OCDE, la moyenne européenne, on a des écarts de recours en fonction du revenu des ménages qui est l'un des plus importants en Europe, et vous voyez que certains pays comme le Danemark arrivent à cumuler un très fort taux moyen d'accès avec des écarts selon le niveau de revenu qui sont extrêmement faibles. Deuxième caractéristique de ces inégalités, c'est aussi une inégalité de type de mode de garde, accès à la garde à domicile, aux assistantes maternelles ou aux crèches. On voit une stratification extrêmement importante selon le milieu social et le milieu socio-économique. Alors il faut dire que on a peu de pays qui ont une telle diversité de modes de garde, une telle diversité aussi grande qu'en France. Au Danemark, je prenais l'exemple du Danemark, la garde à domicile et assistante maternelle existent également, mais elles sont très minoritaires, alors qu'en France, c'est quand même le mode de garde individuel qui est majoritaire. Et puis surtout, dans les pays où il existe aussi une mixité de modes de garde, elles se concentrent surtout avant un an. Et elle n'est certainement pas majoritaire. Autre
caractéristique de ces inégalités, c'est une inégalité aussi en matière de qualité, puisque tous les modes d'accueil ne se valent pas en matière d'effets que l'on peut constater sur le développement des enfants. Alors c'est très dur à mesurer, voilà, on a très peu de travaux qui le font de façon sérieuse en France, mais on a des résultats qui commencent à venir, et je pense en particulier aux résultats de l'enquête ELF, mis en évidence par les équipes de l'INED, qui montrent que l'accès à la crèche est positif pour le développement du langage des jeunes enfants dès les premières années, montre également un effet positif mais de moindre ampleur pour le développement de la motricité des enfants. Et alors cet effet est surtout positif lorsqu'on la compare à une garde faite exclusivement par les parents, mais elle est aussi la garde par la crèche est aussi relativement plus performante, si j'ose ce mot entre guillemets, du point de vue du développement du langage par rapport à une garde par des assistantes maternelles. Et puis aussi, et là on rejoint un résultat qui est assez bien établi dans la littérature internationale, on trouve que l'effet est aussi beaucoup plus important pour les familles de milieux défavorisés. Ce que montrent aussi les études de l'INED, c'est que on trouve aussi un effet positif de l'école maternelle sur le développement du langage et sur le développement cognitif plus largement des enfants, et qui est d'autant plus intense que la durée pendant laquelle l'accueil en maternelle s'est effectué a été long. Voilà. Autre élément de réflexion sur cette qualité et puis les effets sur les enfants, venant plutôt de la littérature internationale, et qui tente aussi à montrer, et qui va dans le sens de l'intérêt d'un service général public pour la petite enfance, c'est que cette littérature internationale tente à montrer que les effets positifs pour les enfants défavorisés sont plus importants et plus persistants dans le temps dans les systèmes universalistes que dans les modèles où il existe des programmes ciblés en direction des familles défavorisées. Alors, les raisons pour lesquelles on trouve cet effet à la fois plus fort et plus persistant dans le temps, qui ne s'évapore pas au cours du temps lorsque les enfants grandissent, il y a deux mécanismes qui sont mis en avant. C'est d'abord que l'interaction des enfants plutôt défavorisés avec leur père plus favorisé est positive pour eux. Et puis aussi, il y a l'argument, et là ça rejoint l'idée d'universalité qui touche un plus grand nombre, c'est que lorsqu'on a une grande fraction de la population de jeunes enfants qui a bénéficié de la même préparation au développement à l'entrée à l'école, on peut mieux construire sur ces bases plus solides, et donc les effets peuvent persister dans le temps. Alors, maintenant, très vite, par rapport... Alors, très vite. J'ai dit, voilà, mais c'était pour accélérer. Voilà, pour ne pas dire que j'allais trop m'étendre. Mais voilà, cette question du service public, cette question de l'égalité pose question au système français sur différents points. Le premier point, c'est le coût de l'accueil en crèche, notamment. Alors, ce qu'on constate dans les comparaisons internationales, c'est que le coût d'accueil en crèche n'est pas particulièrement élevé en France. Mais en revanche, ce qui frappe, c'est le différentiel de reste à charge qui reste selon les modes de garde. Je pense que Pauline aura l'occasion de revenir là-dessus, mais les différences de reste à charge, en particulier entre la garde à domicile, les assistantes maternelles, qui demeurent difficilement accessibles pour les familles à bas revenus. La deuxième problématique, c'est il faut essayer de mieux couvrir les ménages à faible revenu, les familles monoparentales, les familles migrantes, les familles caractérisées par des désavantages sociaux. Alors là, il y a plusieurs thématiques qui sont recouvertes par là. Il y a
cette thématique de l'aller vers, c'est-à-dire qu'il faut aller vers ces familles et trouver un moyen de les atteindre. Il y a un problème d'information, mais il y a un problème aussi que les services sociaux puissent les identifier, les atteindre. La problématique des 1000 premiers jours a commencé un petit peu à essayer de répondre à cette question, les questions d'aide à la parentalité, d'essayer d'insérer ces familles dans un système de services qui leur donne accès, qui leur fournissent une porte d'entrée vers les services sociaux. Il y a évidemment la question du financement des crèches. Alors là, beaucoup de choses ont été aussi sont tentées pour favoriser la création de places dans les zones géographiques défavorisées. Et puis pour éviter aussi que le mode de financement crée des incitations aux gestionnaires de crèches pour privilégier les familles à haut revenu qui vont avoir tendance à occuper une place pour toute la semaine, pour 50 heures, alors que les familles défavorisées, quelquefois, c'est un usage beaucoup plus modeste et parfois moins rentable pour les gestionnaires de crèches. Et puis, il y a la question du droit opposable, hein, que je sais, Julien sera content que je pose à nouveau cette question, puisque Julien l'a posée déjà depuis 20 ans, peut-être maintenant. Voilà. Donc voilà. Est-ce que introduire un droit opposable serait un moyen de faciliter un petit peu la création de crèches et de donner un meilleur accès pour les familles défavorisées? Alors, il existe ce droit opposable, il existe de différentes façons dans des pays européens. Au Danemark, il existe pour les enfants à partir de l'âge de 6 mois. Mais en Allemagne, il existe également à partir de 1 an. En Suède également, c'est à partir de 1 an. En Islande, c'est à partir de 2 ans. Donc il y a des façons d'arranger ce droit opposable pour le faire moins lourd à introduire dans les pays. En Angleterre, il existe aussi pour les enfants défavorisés à partir de 2 ans. Et c'est pas toujours un droit opposable à temps plein. C'est pas toujours un droit à temps plein. Par exemple, en Allemagne, il existe un droit socle qui est accordé à temps partiel. Donc, les enfants ont droit à 15 heures par semaine pour répondre aux besoins de développement de l'enfant. Et puis y avoir un droit supplémentaire qui est lui plus justifié pour la conciliation entre travail et vie familiale. Le droit opposable, évidemment, pose la nécessité de désigner une autorité administrative responsable et donc pose la question de la gouvernance des services aux familles face à la multiplicité des acteurs qu'on a en France, entre les CAF, les conseils départementaux, les collectivités, l'État, etc. Très vite, je vais conclure en mentionnant les différents points les autres points que l'établissement d'un vrai service public pose sur la gestion et la gouvernance des modes d'accueil. Il y a aussi l'articulation entre l'accueil avant 3 ans et l'école maternelle. Est-ce qu'on doit aller vers un système intégré comme en Finlande et en Suède, où le système est intégré mais souvent mis sous l'autorité du ministère de l'Éducation, avec un risque de scolarisation de l'accueil des petits-enfants. Et donc, il y a aussi une prise de conscience dans ces pays que la préparation à l'école ne doit pas être le seul objectif de la prise en charge des enfants. Et donc, d'où l'importance aussi de redonner une place très importante aux aspects socio-émotionnels et au bien-être des enfants, et d'inscrire notamment ces questions dans les curriculums. Il existe aussi des systèmes, soit complètement séparés, comme en France, soit mixtes. Certains établissements vont être intégrés et il existe certains établissements qui ne vont pas être intégrés. C'est des systèmes mixtes comme il existe au Danemark ou en Allemagne. Et puis, ce qui reste à interroger, c'est la capacité à créer une offre suffisante, puisqu'il était estimé un besoin de 230 000 places, si je ne m'abuse, de nouvelles qui seraient nécessaires pour les parents, pour que tous les parents qui travaillent n'aient pas à subir de contraintes et à limiter leur activité professionnelle. La dernière COG avait prévu d'en ouvrir 30 000. C'est pas de COG avec l'OCDE. Il n'y a pas de COG avec l'OCDE. Donc c'est la COG, clair. Et je crois qu'on est très en dessous de cet objectif. Donc voilà, il faut comprendre les blocages. Et puis, vraiment mon dernier point,
une question centrale, c'est évidemment, si on se projette dans le futur et dans un futur un peu éloigné, une des questions évidemment cruciales, c'est d'attirer des professionnels de qualité. Mais lorsqu'on regarde, alors il est très rare d'avoir des données comparatives sur ces questions, en particulier pour les professionnels de la petite enfance, c'est-à-dire avant 3 ans. Mais tout de même, les rares données qui existent tendent à montrer que c'est un métier relativement mal payé en France par rapport à d'autres pays. C'est vrai pour la toute petite enfance et c'est aussi vrai pour les instituteurs d'écoles maternelles. C'est aussi une profession qui a du mal à se renouveler, hein, puisque que, par exemple, en France, à la part des moins de 30 ans dans l'ensemble de cette profession est beaucoup plus faible que dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Mais, point d'espoir pour terminer, pourtant, lorsqu'on interroge les adolescents de 15 ans sur leurs perspectives professionnelles, on voit que les professions liées à la petite enfance ne sont pas mal du tout classées dans leurs souhaits de profession future. Et donc, tout un enjeu est au cours de leur parcours éducatif et de ne pas les dissuader d'entrer dans cette profession. Mais c'est un enjeu majeur. L'attractivité de ces professions est véritablement un enjeu majeur pour réellement arriver à un service public pour la petite enfance. Merci beaucoup Olivier. Alors, pardon de pousser à chaque fois, mais il faut toujours qu'on soit le plus percutant possible, et ça l'a été. J'ai eu pas mal de questions, j'en retiens 3, mais que je vous pose à tous les deux, hein, comme ça Pauline pourra nous dire, ah bah ça j'avais prévu de le dire après, enfin elle nous dire bien ce qu'elle veut, mais la première, de toute façon Olivier a terminé là-dessus, c'est la question de l'attractivité des métiers. Le constat est fait, et donc les questions qui étaient arrivées avant même qu'on évoque le sujet, c'est que fait-on ? Gros silence. Et c'est Pauline qui va sauver le soldat Olivier. Non, alors déjà, rappeler, enfin en tout cas, nous, à la CNAF, on s'est beaucoup investi dans un comité de filière petite enfance qui vient d'être institué là, il y a un peu plus d'1 an. Et on a notamment conduit la première enquête qui permet d'objectiver les manques, les pénuries de professionnels. Et donc, 8900 ETP manquants en avril dernier, 1600 postes de directeurs vacants. Et évidemment des impacts sur l'offre de services, une estimation autour de 9500 places fermées, faute de professionnels pour accueillir les enfants. Donc c'est effectivement un problème majeur qui traverse quand même d'autres champs du CARE. Alors les solutions, elles vont être diverses. Il faut agir sur les formations. Donc c'est sûr que ce type d'enquête va aider à l'argumentation auprès des régions pour comment dire, avancer sur l'ouverture de places dans les filières de formation concernées. Ça concerne des questions de QVT. Hein, les conditions de travail dans ces établissements sont parfois difficiles, contestées. On a beaucoup de départs de ces professions. Des questions d'attractivité salariale. Et donc, évidemment, la branche famille essaye d'être solidaire des évolutions salariales. Donc, on a toute une réflexion sur la manière dont on va pouvoir indexer nos financements à des revalorisations salariales. Donc, le chantier, il est quand même devant nous sur au moins ces 3 axes. OK. Autre question, parmi les 3, il y a le sujet du congé parental qui est revenu. Comment on articule un congé parental plus ou moins long avec un service public de la petite enfance, enfin une volonté de mieux couvrir l'offre pour les 0-3 ans ou peut-être centrer ce service sur les 1 ou 3 ans. Quelles sont les observations du côté OCDE là-dessus ? Pas seulement sur le cas français, mais globalement, Olivier, voilà, il y a un congé parental qui est une prestation. Enfin, d'ailleurs, c'est du droit du travail, le congé parental, mais il y a du congé parental rémunéré qui permet de garder une partie des enfants d'une autre manière qu'à l'extérieur de la famille. Comment ça s'articule dans les différents pays, dans les systèmes qui marchent le mieux, avec toute l'offre assistante maternelle ou crèche ? Alors ça s'articule de façon extrêmement variable sur les pays, mais alors donc moi-même j'ai pris souvent les pays nordiques comme un point de comparaison.
dans les pays nordiques, les comportements sont extrêmement normés. Et standardisé, c'est-à-dire que il y a moins de diversité dans les comportements, et en particulier il est très fréquent. Le congé parental au Danemark est de 1 an, et donc le droit ensuite opposable et l'accès en crèche se fait généralement de façon plus importante après 1 an. Alors il existe une proportion non négligeable des enfants va aussi de façon à temps partiel en crèche dans ces pays, mais voilà, l'articulation, elle se fait, c'est tous les parents prennent un congé parental, le père prend aussi une proportion plus importante qu'en France du congé parental, donc il y a un équilibre entre les deux parents qui se fait qui est plus grand, et puis ensuite l'accès en crèche est garanti. Certains enfants, après à moins de 1 an, le mode de garde, il peut y avoir recours à des modes de garde individuels. Voilà, mais la crèche est garantie à partir d'1 an après à l'issue du congé parental. Pauline, sur ces affaires-là de congé parental et de garde, accueil à l'extérieur de la famille, et ensuite il y a une troisième question pour vous deux sur les familles monoparentales. Pauline. Non, mais sur le congé parental, alors, la branche famille a en charge l'aide qui permet de rémunérer ce congé parental. Donc c'est une aide qui est plutôt de faible montant au regard, en tout cas, qui n'est pas une aide de compensation d'un manque à gagner salarial, par exemple, d'une ressource du travail, et dont on peut bénéficier relativement longtemps. Voilà, autour de 3 ans à partir du 2e enfant. Donc ça fait maintenant de nombreuses années, quand il y a beaucoup de travaux au sein de la branche famille, au HCFEA, voilà, qui regardent des scénarios de systèmes d'aide plus courts et mieux rémunérés, et sans doute mieux adossés aux ressources professionnelles antérieures. Voilà, donc le débat est sur la table, et, sans doute ça suppose des arbitrages politiques assez forts. Famille monoparentale, j'ai 2 questions. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour, dans cette perspective accueil de la petite enfance, et qu'est-ce que nous apprend le panorama des exemples étrangers ? Il y a un paramètre que je n'ai pas évoqué, mais là cette question me permet de l'évoquer, c'est qu'il y a toute une question aussi sur l'attribution des places en crèche, les décisions et les critères qui sont pris en compte. Alors ce que montrent les études, c'est que effectivement les familles monoparentales ont un moindre accès, toutes choses égales par ailleurs, aux crèches que les ménages où il y a 2 parents. Et encore une fois, c'est construit sur les problématiques de conciliation entre travail et vie familiale. Donc l'idée n'est pas d'exclure les familles où il y a 2 parents qui travaillent de l'accueil de ce mode de garde. Mais une pénalité est payée par les familles monoparentales. Donc, un moyen de réfléchir, de leur donner aussi un meilleur accès, c'est de réfléchir à des critères d'attribution qui mettent ces familles, qui établissent ces familles comme un public prioritaire, et d'essayer d'harmoniser ces critères, puisque les municipalités sont libres de fixer leurs propres critères. Donc il y a toute une réflexion autour de ces critères d'attribution des places en crèche. Merci. Alors Pauline, il y a les affaires de famille monoparentale, et ensuite vous avez la possibilité de nous interpréter votre titre préféré, vers un service public de la petite enfance. Non, sur les familles monoparentales, il y a des choses qui se font. Enfin, vous avez raison de rappeler la problématique des critères d'attribution. On a des sujets de freins financiers sur lesquels je vais revenir. On a quand même, voilà, un recours au premier mode d'accueil en France, que sont les assistantes maternelles, qui est voilà, réduit du fait des freins financiers et du coût pour ces familles. Et puis on a aussi une question un peu d'adaptation aussi de l'offre d'accueil. Et donc on a fait tout un travail autour des crèches à vocation d'insertion professionnelle pour prioriser notamment ces familles monoparentales qui s'inscrivent dans un parcours d'insertion professionnelle. Donc voilà, il y a aussi des
des sujets d'aller vers et de leur proposer des offres qui leur sont plus adaptées. Et dans le récent PLFSS, il y a une mesure qui concerne spécifiquement les familles monoparentales et les problématiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec l'extension du complément mode de garde pour les familles monoparentales avec un enfant de 6 à 12 ans. Donc voilà, on essaye d'avancer pas à pas pour faciliter leur problématique de conciliation. Donc j'enchaîne un peu directement, peut-être la slide suivante tout de suite. Voilà, moi je voulais un peu faire un bilan en jeu autour des questions que pose notre système d'accueil du jeune enfant. Donc vous avez dit indispensable au début. Je vous confirme, nos concitoyens pensent que c'est indispensable. L'enquête du CREDOC sur les attentes des Français envers la politique familiale positionne l'assurance d'avoir une place en crèche ou chez une assistante maternelle comme une des solutions vraiment préconisées à prioriser. Alors, où en est-on par rapport à ces attentes? En fait, la France dispose d'une offre de solutions d'accueil assez importante. Et c'est ce qui était rappelé tout à l'heure. Il y a à peu près 1 400 000 places d'accueil disponibles en France, ce qui fait qu'en gros, on a 60 places théoriques pour 100 enfants de moins de 3 ans. Alors pour autant, est-ce que ce parc qui est relativement important et qui nous place assez haut finalement comparativement aux autres pays européens, est-ce que ça répond véritablement aux exigences d'un service public de l'accueil du jeune enfant? Alors, un service public doit garantir une égalité d'accès. Donc, premier sujet qu'on regarde, c'est est-ce qu'on est suffisamment performant en matière d'équité d'accès territoriale. Et donc, ça renvoie à ma carte de France. 12 départements, aujourd'hui, ont des taux de couverture qui sont inférieurs à 50%, donc 10 points en dessous de la moyenne nationale. Et donc, très clairement, on n'offre pas une garantie d'accès à une solution d'accueil en tout point du territoire. L'autre sujet vraiment très central en matière d'égalité d'accès, c'est celui qui a été évoqué juste avant, la question de l'égalité d'accès financière. Qui est effectivement également une difficulté pour les familles. Alors, dans 35 départements, l'offre d'accueil est constituée à 70% d'assistantes maternelles. Et l'on sait que c'est un mode d'accueil qui est plus coûteux pour les familles. Je vous donne tout de suite un exemple. Une famille qui gagne 2 SMIC, qui veut faire garder son enfant à plein temps chez une assistante maternelle, son reste à charge est de 13%. S'il a la chance de pouvoir recourir à une crèche, son reste à charge est de 6%, 2 fois inférieur. Donc clairement, les inégalités d'accès financières sont importantes et sont un défi pour tendre vers un service public de la petite enfance. Alors dans un service public, il y a un sujet qu'il ne faut pas occulter, c'est la question de l'accès à l'information, à l'orientation, à la prise en charge personnalisée. Il y a beaucoup d'acteurs positionnés sur la question de l'information, les collectivités, on a des solutions digitales, je vous ai mis le sigle de monenfant.fr, on a des offres personnalité de proximité, les relais petite enfance, et pour autant, c'est le parcours du combattant. Les parents doivent faire X demandes et savent jamais où en est leur demande et si elles vont aboutir, sans compter qu'il y a tout un tas de gens qui ne font aucune demande, et c'est la problématique du non-recours. Enfin, un service public doit répondre à des exigences d'adaptabilité, à des besoins particuliers. Et donc là-dessus, c'est vrai que sur les 5 dernières années, il y a une assez forte mobilisation, par exemple, sur la question de l'inclusion des enfants porteurs de handicap, où on a beaucoup progressé sur les 5 dernières années. À peu près 1/3 des crèches maintenant bénéficient d'un bonus inclusion handicap parce qu'elles accueillent des enfants porteurs de handicap. Sur les questions d'insertion, je parlais des crèches à vocation d'insertion professionnelle. On en compte aujourd'hui plus de 400
alors qu'on en avait à peine 80 en 2018, donc il y a 4 ans de ça. Donc voilà, il y a des efforts, mais ça ne répond pas aux exigences d'universalité. Et donc, si bien qu'on a des résultats qui globalement ne sont pas à la hauteur de nos espérances, freins financiers, difficultés d'accessibilité territoriale, prégnance dans notamment les critères d'attribution des objectifs de conciliation prévalent sur des objectifs sans doute de développement de l'enfant, de socialisation précoce pour aller vers l'école maternelle, si bien que tout ça nous conduit à un recours à l'offre d'accueil qui est marqué effectivement par de fortes inégalités sociales. Et donc, je vais illustrer la diapo que vous mettiez en comparaison internationale tout à l'heure. 33% des allocataires avec des enfants de moins de 3 ans ne recourent à aucune solution d'accueil. Et ça monte à 71% quand la famille vit sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est vraiment massif. Et voilà, on va pas rester les bras croisés. Alors, pour la branche famille, puisque je ne vais ne parler que de ce prisme-là, c'est vrai que la perspective d'un service public de la petite enfance nous paraît effectivement une opportunité un peu inédite pour dépasser les écueils que je viens d'indiquer et pour dépasser notre difficulté à produire de nouvelles places de crèche, puisque comme vous l'avez dit, voilà, on n'est pas à la hauteur des objectifs. On visait 30 000 places à la fin 2022. On devrait être entre 55 et 60% de l'objectif à la fin de l'année. Principalement parce qu'on a du mal à cofinancer les places, puisque la branche famille n'intervient qu'en cofinancement. Donc, il nous faut des partenaires qui sont principalement les collectivités. Et pour le dire autrement, Pauline, c'était parfaitement clair, mais le redire clairement d'une autre manière, ça veut dire que la branche famille a les sous. Alors, la branche famille va négocier les sous. Bon. Puisqu'il s'agit effectivement de se projeter dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion. Mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, financer les services d'accueil du jeune enfant, c'est 15 milliards d'euros. Accueil individuel et collectif. La branche famille prend sa part à hauteur de 67%. Voilà, donc ça donne une idée du paysage et les collectivités locales autour de 20%. Voilà. Et les autres, c'est qui alors ? Alors, on va avoir l'État à travers les crédits d'impôt, à travers également à travers la préscolarisation en école maternelle, voilà, principalement. Et puis une partie entreprise. Alors. Bon, pas de scoop sur ce que les arbitrages qui vont être donnés en matière de service public de la petite enfance. Le ministre emploie maintenant service universel de l'accueil du jeune enfant. Donc, on est plutôt dans le suage désormais. Mais voilà, nous, les propositions qu'on fait visent à dire qu'un service public doit remplir 5 fonctions, indépendamment des arbitrages qui seront pris en matière de compétences obligatoires ou de droits opposables. Il faut se poser ces 5 questions. Comment on garantit l'information, l'orientation, l'accompagnement des parents? Et donc là, les solutions un peu opérationnelles, en tout cas, qu'on verse au débat, c'est vraiment qu'on propose à notre tutelle dans le cadre de la négociation de la COG, c'est vraiment de déployer une vraie stratégie omnicanale auprès des parents à travers des services digitaux davantage serviciels autour de mon enfant notamment, pour favoriser les mises en relation, favoriser les calculs de reste à charge, les simulations, et de le coupler avec des solutions présentielles de proximité. Et le point pivot serait les relais petite enfance qui pourraient prendre en charge un accompagnement sur mesure, notamment des parents sans solution d'accueil. Le sujet central, c'est le développement de nouvelles places. Donc, l'objectif porté par le ministre, c'est 200 000 places à l'horizon 2030. Pardon. Alors, nous, sur ce point, on dit, aujourd'hui en France,
Pardon, c'est bien 200 000 places, accueil en crèche, accueil chez les asthmates. Tout mode d'accueil confondu. Parce que je veux bien comprendre, moi. Nous, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui en France, il n'y a qu'un acteur à qui on demande vraiment de créer des places, à qui on fixe un objectif, c'est la branche famille. Donc, les autres acteurs parties prenantes, notamment les conseils départementaux qui agréent les places et les collectivités qui en sont aujourd'hui majoritairement gestionnaires, n'ont pas d'objectif. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on organise une co-responsabilité entre notamment ces trois acteurs phares, CD, CAF et collectivités, pour qu'on s'engage collectivement sur des trajectoires cibles de développement de places. Et que dans ces trajectoires cibles, on pense bien à la diversification des modes d'accueil et notamment qu'on réfléchisse, enfin en tout cas qu'on essaime plus rapidement des solutions d'accueil peut-être plus hybrides. Je pense aux lieux d'accueil enfants-parents, des solutions d'accueil type classe passerelle pour travailler la transition vers l'école maternelle. Alors, pour développer autant de places, évidemment, une fonction très importante, ça va être la manière dont on va financer ces développements, les places nouvelles comme existantes. Nous, on pense qu'il y a vraiment deux objectifs à poursuivre. Le premier, c'est qu'on travaille sur le reste à charge pour les familles. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un enjeu de rapprocher les restes à charge entre l'accueil chez une assistante maternelle et l'accueil dans une crèche. Et ça tombe bien, le PLFSS a choisi de mettre ce sujet au premier plan. Donc, en 2025, on s'engage avec Pôle emploi à réformer le complément mode de garde pour garantir des restes à charge proches entre assistante maternelle, garde à domicile et accueil en crèche. Donc là, on a parlé du reste à charge des familles. L'autre sujet, c'est le reste à charge de nos cofinanceurs et donc de nos gestionnaires et principalement le reste à charge des collectivités. Donc, il faut qu'on travaille sur une baisse du reste à charge en fonctionnement pour les collectivités qui gèrent des crèches. Donc là, il y a plusieurs leviers, mais voilà, il y en a deux principaux à la main de la branche famille, qu'on trouve des mécanismes plus puissants pour indexer nos financements sur l'évolution des prix de revient et donc prendre en charge mieux les revalorisations salariales. Et puis le deuxième levier, c'est de renforcer nos financements en fonction de la capacité financière des territoires. Et donc on avait créé sur cette COG ce qu'on a appelé le bonus territoire, qui est fait pour ça et qui, à mon avis, devrait être renforcé. Quatrième fonction, c'est la question de la qualité du contrôle, de son suivi. Donc là, la branche famille n'est pas du tout chef de file, hein. Ce sont vraiment les PMI qui sont en charge de ces questions. Nous, notre proposition, c'est de travailler sur une meilleure intégration des compétences de contrôle et de suivi des CAF et des PMI. C'est-à-dire que les PMI ont un vrai savoir-faire sur le suivi de la performance sanitaire, pédagogique des établissements, quand les CAF ont des compétences pour suivre la performance de gestion sociale des établissements. Et donc, voilà, on pousse pour aller vers davantage de co-suivi, de co-instruction, de co-contrôle. Voilà, et puis la question de fond, auquel je ne vais absolument pas répondre, garantir un accès effectif, droit opposable, donc ça veut dire voilà, obligation d'adresser une solution d'accueil à tout parent qui le demande. Voilà, il y a un relatif consensus, hein, je pense, pour dire que c'est une étape, comment dire, très ambitieuse à court terme. Peut-être faudrait-il commencer par une compétence obligatoire qui là voilà, permettrait de s'engager sur des trajectoires cibles de développement. Il n'empêche que cette voie est quand même semée d'embûches parce que va se poser la question de comment on calibre les compensations financières. Et donc on pense que de toute façon, indépendamment de ces grands débats, droit opposable, compétences obligatoires, des incitations financières plus fortes
et davantage de co-responsabilité entre les acteurs devrait nous permettre quand même de franchir un pas vers ce service public de la petite enfance. Formidable, merci beaucoup, parfaitement dans les temps, parfaitement clair, comme Olivier. Je vais poser une question à Olivier et à Pauline. À Olivier, parce que Pauline y a déjà répondu, sur la question de la qualité. Il y a 2 questions qui sont arrivées sur la qualité. Comment peut-on mieux évaluer la qualité que nous disent les expériences étrangères en la matière? Et sinon, les expériences étrangères, que nous dit Olivier Thévenot en la matière, un vieux sujet. Comment peut-on mieux faire? D'ailleurs, au regard de ce que Olivier vous avez souligné, qui est que quand même, on bascule d'une offre qui était pensée pour les parents, pour qu'ils puissent travailler, à une offre qui est de plus en plus pensée pour les enfants. Voilà, je suis tout content, j'ai bien reformulé la question. Pour Pauline, il y a une question plus techno avec des chiffres. Il y a des gens que cela intéresse, et à juste titre. Si l'assistante maternelle jusqu'à aujourd'hui coûte plus cher aux familles, a-t-on une idée de ce que sont les coûts respectifs des crèches et des assistantes maternelles pour la collectivité? Alors une idée, en fait, on en a une idée bien précise. Non ? Combien ça coûte le coût pour la collectivité? Somme, CAF, plus fiscalité, plus ville. Laisse le temps de prendre mes notes. Oh bah bien sûr, Pauline va se jeter dans ses notes, tandis que Olivier va nous interpréter le grand champ de la recherche de la qualité. La qualité, oui, alors c'est évidemment multifacette. Qu'est-ce qui contribue à la qualité? Il y a d'abord des aspects structurels. Combien de personnel pour les groupes d'enfants, quel est leur niveau, le niveau de diplôme, leur qualification, la qualification requise. Donc ça c'est un aspect, aussi les normes de sécurité, voilà, donc ça c'est des choses structurelles. Et puis il y a l'aspect quelle mise en pratique par les professionnels, quel type d'interaction pour parvenir à quels objectifs, et donc là avec des objectifs d'interaction avec les enfants pour développer la motricité, pour développer le langage, pour développer la sociabilité des enfants. Voilà. Donc il y a ces aspects-là. Et ce que montrent plutôt les études qui ont essayé de regarder quels étaient les paramètres de la qualité qui avaient une influence sur le développement des enfants, ont à montrer que ces paramètres-là de comment les professionnels interagissent avec les enfants ont un poids plus important, un effet plus important sur le développement des enfants que des facteurs un peu grossiers de ratio des professionnels par groupe d'enfants. Donc ça, voilà, c'est une dimension extrêmement importante. Alors là-dessus, il y a sur les interactions des professionnels avec les enfants, il y a aussi tout un mouvement qui va vers une remise au cœur des pratiques, des aspects de développement sociaux et émotionnels des enfants. Et donc là, il y a toute une problématique sur la formation des professionnels à ces enjeux-là. Et donc voilà, il y a la formation des professionnels, aussi la question du curriculum qui sert de guide de la qualité. Donc comment intégrer dans le curriculum ces aspects-là. Au Danemark, la sociabilité, en fait, il est inscrit dans le curriculum dès la petite enfance que le but est aussi de commencer à développer des citoyens. Voilà, et donc d'apprendre non pas simplement le langage, mais le dialogue. Donc voilà, donc il y a des enjeux de ce type-là. Ce qui me paraît extrêmement important, conclusion, c'est la qualification des professionnels est importante, mais ce qui semble aussi avoir un impact, c'est l'accès à une formation la formation professionnelle, non pas initiale, mais continue. La formation continue des professionnels semble aussi avoir un impact positif sur ce qu'on appelle la qualité processuelle des interactions entre le personnel et les enfants.
Bien. Un mot quand même sur la qualité. Bien sûr. Un petit mot sur la réponse à l'affaire technique. Et pour tous les deux, une grosse question sur le privé dans un service public de la petite enfance. Le privé non lucratif et le privé lucratif. Juste sur la qualité, voilà, tu parlais de la formation continue. Il y a tout le sujet de l'analyse de la pratique qui est aussi coûteuse et que voilà, il faut pouvoir soutenir, notamment pour les assistantes maternelles qui bénéficient pas de l'équipe et de la dynamique d'une crèche. Moi, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Florence Thibault, qui est sans doute parmi les auditeurs, et donc de faire la promotion du travail conduit par France Stratégie, la branche famille, le HCFEA autour de la démarche Premier Pas, qui dit beaucoup de choses intéressantes sur la qualité. Voilà, et donc des travaux très prometteurs, notamment qui ont été poursuivis dans le cadre d'évaluation d'expérimentation, voilà, qui peuvent être intéressantes. Alors, je suis pas sûre que d'avoir bien compris la question, mais en gros, je vais me faire référence aux chiffres de 2019, parce que 2020 est une année trop bizarre en raison de la crise sanitaire. Sur une place à 17 000 euros l'année. Alors aujourd'hui, avec l'inflation, on est sans doute un petit peu plus haut. Le financement CAF couvre un peu plus de 48% de la place. Reste à la charge du gestionnaire 34,4, quoi, un peu plus de 34%, et la famille finance à hauteur de 17,4%. Ce qu'il faut savoir, c'est que en longue période, entre 2012 et 2019, les CAF le poids du financement CAF a progressé de 5 points, quand celui des collectivités a baissé de 3 points. Donc sur longue période, ce qu'on observe, c'est un engagement de plus en plus important financièrement pour financer, et c'est en ça qu'on a besoin de sans doute dépasser les difficultés du modèle actuel de production de places en crèche, c'est-à-dire qu'effectivement, malgré un engagement toujours plus fort, on a du mal à mobiliser durablement les cofinancements, quoi. Autre question pour vous deux. S'il y a service public de la petite enfance, le mot public est un peu magique au milieu. S'il y a le mot universel, ça change un peu, ça change l'acronyme, mais ça change certainement aussi le fond juridique de tout cela. Mais comment mieux associer, si tant est qu'il faille mieux les associer, les opérateurs privés? Et les questions étaient bien faites. Il y a les opérateurs privés non lucratifs, ce sont principalement les associations, et les opérateurs privés lucratifs, ce sont les entreprises qui sont entrées dans ce domaine il y a quelques années. Alors, il y a la vision CNAF, mais on peut peut-être commencer par la vision OCDE. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une vision OCDE. Il y a Olivier Thévenon. Oui, beaucoup plus modeste là. Non, mais les enjeux, c'est d'avoir, enfin, les enjeux et les risques. Hein, les enjeux, c'est d'avoir des acteurs publics à but lucratif ou non lucratif qui suivent des règles de qualité au moins aussi identiques et de recrutement des professionnels identiques à ceux du service public. Moi, en fait, sur cette question-là, j'ai pas de réponse sur comment les intégrer au système, parce que le risque que je vois, c'est un peu le risque qu'on voit se développer au niveau des écoles et des collèges. C'est le risque d'avoir une offre du privé qui vise essentiellement les familles déjà privilégiées, qui vont pouvoir payer pour des services plus chers, avec des professionnels mieux qualifiés, avec une batterie de services annexes pour leurs enfants, voilà, parce qu'ils vont penser que c'est bon pour préparer leurs enfants, et que ça accroisse une ségrégation selon privé-public. Pauline. Alors, pour la branche famille, un des sujets, c'est comment dire, c'est comment dire, les deux modèles économiques aujourd'hui que l'on soutient. C'est-à-dire d'un côté le modèle économique dit PSU,
en fait, qui fait qu'on a un barème national des participations familiales et c'est un modèle où il faut un cofinanceur. Donc, on a dans ce secteur également des acteurs privés, lucratifs ou non lucratifs, mais c'est le modèle que l'on défend parce qu'en matière d'accessibilité, ça nous paraît le plus performant. Mais à côté de ça, on a un autre modèle, et je pense que les gens qui ont posé la question ont celui-là en tête, c'est le modèle économique qui repose sur les micro-crèches-pages. Et donc, c'est un modèle économique où il n'y a que 2 financeurs, la branche famille et la famille, enfin les CAF et la famille à travers le CMG pour la branche famille, et sur lequel la tarification est libre. Et donc c'est vrai que du coup c'est ce modèle-là. La question de son intégration dans un service universel de l'accueil du jeune enfant, voilà, c'est un sujet assez compliqué. Donc on vient de travailler la convergence des restes à charge côté assistante maternelle, qui sont aussi une offre privée. Quid, qu'est-ce qu'on fait des micro-crèches-pages qui sont sur un tout autre modèle économique avec une tarification libre? J'ai pas la réponse, mais on sait que c'est un secteur assez dynamique, et donc effectivement il va falloir qu'on instruise sérieusement le sujet. Nous sommes au terme de notre petite émission. Vous allez répondre en un mot ou 2 ou 3. Je vous donne une baguette magique et vous n'avez pas le droit de dire que les baguettes magiques n'existaient pas. Qu'est-ce que vous faites pour que tout ceci s'améliore? Alors, il y a tout un programme, etc., etc. Mais en un mot, s'il y a quelque chose à débloquer, s'il y a quelque chose à décider, qu'est-ce que vous faites? Pas de silence, en avant, choisissez. Pauline. Bah, moi, côté branche famille, il va falloir un petit peu plus d'argent. Bah, ça n'est pas qu'un mot, c'est 3-4 mots. Un petit peu plus d'argent, on comprend bien. Alors moi aussi, c'est un peu plus d'argent, mais pour aller dans le sens de la proposition qui était faite justement par le séminaire Premier Pas, donc par organisé conjointement par la CNAF, France Stratégie et le Haut Conseil à la famille et à l'enfance. Hein. Je les nomme parce que pour montrer qu'il y a une espèce de mouvement. De mouvements convergents sur l'idée d'offrir 4 demi-journées à tous les d'accueil à tous les enfants. Donc aller dans cette direction. Parfait. Alors, dernier petit mot. Non, mais je pense que en vrai, on sait que c'est des sujets de long terme. Il faut beaucoup d'argent, c'est ça? Non, et il faut aussi une volonté politique constante, durable dans le temps. C'est vrai que c'est des politiques où le stop and go est assez embarrassant. Préoccupant. Toute petite question pour l'OCDE. Qu'est-ce que préfèrent les fonctionnaires de l'OCDE, qui viennent presque du monde entier, en matière d'accueil de la petite enfance? S'ils ont à choisir un pays, ils choisissent lequel? Olivier, il faut dire la France, là. Ça ne marche pas. Moi, je connais que mes collègues étrangers qui viennent en France et qui sont agréablement surpris par le système français d'accueil. Très bien dit. On peut finir sur ces mots. En vous remerciant tous les deux, en vous présentant mes excuses, parce qu'il faut toujours que je pousse un tout petit peu pour qu'on tienne dans les temps, en indiquant que le clin d'œil à Florence Libaud a bien marché, parce qu'il y a parmi les mots merci Pauline, ça a bien marché. Et pour tous, allez jeter un œil, voire plusieurs, sur 3 sites au moins, donc celui de l'OCDE en particulier, celui qui présente l'ensemble des travaux et des données autour de la petite enfance. Allez regarder monenfant.fr pour en voir les évolutions, et puis allez regarder le site hébergé par la CAF, si j'ose le dire ainsi, en tout cas il est géré par la CAF, ce gros projet d'Observatoire national de l'accueil de la petite enfance, ONAP. Donc vous avez une demi-heure maximum pour regarder tout ça, parce qu'on se retrouve à 15h30 pour parler cette fois-ci des retraites.